à tous, bienvenue, merci d'être présent à notre table ronde du coup agroalimentaire, organisée dans le cadre du colloque Risque Pays COFAS 2023. Donc, je me présente, Simon Lacoum, donc économiste sectoriel en charge des commodités plus largement et du secteur agroalimentaire en particulier aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde agroalimentaire dédiée au choc conjoncturel de 2022 et à tous les enjeux à venir en 2023. Pour parler de ce sujet aujourd'hui avec moi, donc j'ai le plaisir d'accueillir nos intervenants. Karine Pichon, tout d'abord, directrice générale Europe de l'Ouest chez COFAS. Bonjour Simon. Bonjour. Jérémy Lechat, président du directoire du groupe Rouillet, champion français, on peut dire, de l'agroalimentaire, présent sur les fertilisants, la nutrition animale, mais vous nous en direz un mot plus tard. Sébastien Abyss, directeur général du club Déméter, donc spécialisé sur l'agroalimentaire et les problématiques agricoles, et chercheur associé au sein de l'IRIS également. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Maxime Roth, donc responsable de la souscription en charge de l'agroalimentaire chez COFAS. Bonjour à tous. Donc je vous propose de commencer d'ores et déjà. Donc l'année 2022 a été une année de choc conjoncturel, je l'ai dit, une année pivot où on bascule vers 2023. Et donc je me tourne vers Karine de suite. COFAS travaille avec 100 000 entreprises à travers le monde sur plusieurs secteurs. Pourquoi ce choix en particulier du secteur agroalimentaire aujourd'hui pour cette table ronde ? Je pense qu'on le sait tous, c'est un secteur majeur de l'économie française, européenne et mondiale. Si on regarde juste la France, hors commerce de gros, c'est le premier secteur industriel. C'est également le premier employeur. Il y a plus de 435 000 personnes qui travaillent dans cette filière. C'est également plus de 15 000 entreprises qui réalisent 200 milliards de chiffre d'affaires. Et puis, on a des très beaux champions, une trentaine. On a le grand plaisir d'avoir Jérémy avec nous qui est un des champions de cette filière. C'est également une filière, vous savez que l'ADN de COFAS, c'est quand même d'aider aussi les sociétés à exporter dans le monde entier. Et c'est une filière qui a une très grande spécificité, qui est très fortement exportatrice. Il y a plus de 25% du chiffre d'affaires réalisé par cette filière qui se fait à l'export. Et au moment où on a vu les chiffres de la balance commerciale française, très négative sur l'année 2022, la filière agro est une exception puisqu'elle a vu sa croissance des exportations de plus de 18% sur l'année dernière. Donc une filière qui est très dynamique, que COFAS suit énormément. C'est notre premier secteur en termes d'exposition. C'est plus de 100 milliards de volume d'échange qu'on garantit. Donc on connaît et on suit, comme avec Jérémy, les entreprises de ce secteur-là. Et c'est un secteur, Simon l'a un petit peu dévoilé en introduction, en tout cas dans le titre de cette table ronde, qui a connu des chocs conjoncturels très importants en 2022. On peut citer quelques-uns de ces chocs. Je pense que vous les connaissez pour la plupart. Les chocs énergétiques, le coût des intrants beaucoup plus cher. Des chocs d'approvisionnement, même si ça a l'air d'aller mieux, mais il y a quand même eu des gros bouleversements l'année dernière. Et sur 2023, on anticipe également que ces chocs vont perturber et potentiellement aussi continuer avec un choc de la consommation à voir, mais qui peut en tout cas être un des gros sujets sur 2023. Donc globalement, un secteur qui fait face à des défis conjoncturels très importants, mais pas que conjoncturels. Je pense que Sébastien d'ailleurs va nous éclairer dessus. On a des vrais défis structurels dans cette filière. Si je prends je dirais les trois peut-être les plus évidents ou les plus importants, des sujets qui reviennent un peu, qu'on avait eu peut-être tendance à oublier, en tout cas les consommateurs, qui sont les sujets de souveraineté alimentaire, de protectionnisme. Comment continuer à nourrir avec des rendements économiquement viables une population croissante mondiale. La guerre en Ukraine, le déclenchement de la guerre en Ukraine l'année dernière, je pense que vous avez tous vu, a posé des questions autour du blé. Quand on a le grenier de l'Europe qui n'envoie plus de blé, comment faire ? On a eu des mouvements un peu protectionnistes. Je peux prendre l'Inde qui a décidé de garder son blé, en tout cas momentanément. Donc les sujets de souveraineté alimentaire, les sujets de protectionnisme sont des défis importants. En France, vous avez peut-être vu l'année dernière, le président de la République a décidé de lancer une initiative dite Farm, auquel nous avons participé, le groupe Rouillet et beaucoup d'acteurs de cette filière ont participé, qui visait à aider les
pays les plus vulnérables à continuer à avoir accès à une sécurité alimentaire. Donc c'est un vrai défi très important. Un autre défi tout aussi important, dont on parle également beaucoup, vous étiez là ce matin, vous l'avez vu, c'est le défi climatique. Des sécheresses plus importantes, des déficits hydriques, de la perturbation saisonnière des cycles agricoles, tout ça conduit à avoir moins de récoltes, ou en tout cas un rendement des récoltes moins important. Donc c'est un vrai défi aussi pour la filière de s'adapter à ce dérèglement climatique, auquel s'ajoute alors un autre défi qui est peut-être moins connu, si ce n'est en France. En tout cas, on le connaît plus parce que pour ceux qui mangent encore du foie gras, ça ne vous a pas échappé qu'il y a eu une grippe aviaire l'année dernière très très violente et que quasiment tous les cheptels de canards ont dû être abattus. Voilà. Donc on voit qu'il y a quand même une multiplicité même de défis structurels auxquels la filière doit faire face. Alors sans grande surprise, vous savez qu'on évalue l'ensemble des secteurs. Donc ce secteur, le risque COFAS du secteur est jugé élevé. Il est jugé élevé, mais malgré tout, si on essaye de trouver quand même des éléments un peu positifs, 2 zones géographiques nous semblent un peu mieux orientées et où le risque est jugé plutôt moyen, pour des raisons assez différentes. Si on prend l'Amérique du Nord, ils ont moins de sujets de surface, donc ils sont moins contraints, et puis ils ont un coût de l'énergie qui est quand même plus compétitif, notamment si on compare avec l'Europe. Pour d'autres raisons, si on regarde l'Asie, ils ont encore des coûts de production qui sont plus bas. Donc on a des zones avec des disparités qui ont un niveau de risque qui est jugé moins élevé que notamment ce qu'on peut voir en Europe. Donc c'est pour ça, pour répondre à une longue introduction, Simon, pourquoi on a choisi ce secteur, il nous semblait intéressant de pouvoir dresser un panorama des risques, des perspectives, des défis autour de cette filière en partant vraiment de l'amont, de la production d'engrais, production après de matières agricoles et jusqu'à l'aval et notamment la consommation. Merci Karine. Pardon. Du coup, dans les premiers termes que vous avez employés pour parler de l'agriculture, j'ai entendu très tôt le mot export. C'est vrai que l'agriculture aujourd'hui, l'agroalimentaire en particulier, est un secteur très bien intégré au niveau des chaînes de valeur mondiales, des flux, des approvisionnements, etc. Quand on dresse le bilan de l'année 2022, on se rend bien compte que ça a été le défi majeur, la question des approvisionnements. Et donc, on a bien vu que l'agroalimentaire a eu une tournure géopolitique avec le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine, surtout sur la zone de la mer Noire. Est-ce que, Sébastien, je me tourne vers vous maintenant, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de très ponctuel, essentiellement à l'initiative de Moscou, où on peut avoir plus fréquemment dans les années à venir le même phénomène au niveau de la Méditerranée ou de la mer de Chine, ce genre de zone géographique, sur les approvisionnements en céréales essentiellement? Oui, merci pour cette question. Peut-être pour la lancer pleinement, trois chiffres à garder en tête, en écho à ce qui vient d'être dit et fort bien dit. Tout produit agricole et alimentaire confondu aujourd'hui sur la planète, vous avez 10% qui part à l'international. Ça veut dire que 90% restent à domicile. On est très loin de l'hypermondialisation autour de ce produit. Les semi-conducteurs sont beaucoup plus hypermondialisés que les produits agricoles et alimentaires, même si beaucoup de produits, et certains plus que d'autres évidemment, se baladent sur la scène internationale. Mais c'est 10% de tout ce qui est produit, récolté, qui franchit une frontière. Ça, première chose qui permet de recontextualiser les volumes. Néanmoins, ce volume est de plus en plus important, tant en tonnage qu'en prix depuis 20 ans, parce que l'équation, c'est comment on rapproche l'offre et la demande. Et le grand défi de la sécurité alimentaire mondiale, c'est évidemment de regarder la planète comme elle est, c'est-à-dire absolument pas homogène d'un point de vue géographique, ni homogène d'un point de vue géopolitique. Donc le premier déterminant d'une sécurité alimentaire à domicile, c'est la paix, la stabilité, la paix, la stabilité, la paix, la stabilité. Et tous les pays dans le monde ne sont pas en paix et en stabilité. C'est ça le premier déterminant. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas de confiance et prévisibilité à long terme, vous n'avez pas de développement agricole et de sécurité alimentaire. C'est aussi pour ça l'histoire européenne agricole, c'est d'abord qu'on a arrêté de se taper dessus il y a 70 ans. On n'a pas trouvé plus d'eau, plus de terre et un climat d'un coup merveilleux. On a décidé d'arrêter de se taper dessus. Je ferme cette parenthèse parce que, deuxième chiffre important, c'est que nous avons aujourd'hui 2/3 du commerce international agricole et alimentaire qui est réalisé par 15 pays. Donc en fait, quand ces pays-là ont un problème climatique de récolte, évidemment, on garde à domicile. Typiquement, l'Inde, elle a quand même 1,5 milliard de personnes à domicile, donc faut être vigilant. Et l'Inde, c'est un pays qui, sur certains produits, va être importateur ou exportateur selon le climat et selon la mousson. Bon. Si vous avez un pépin logistique
ça peut contribuer à perturber les chaînes alimentaires. Et puis si vous avez un contexte géopolitique, plus éventuellement sanitaire, plus éventuellement avec un prix logistique qui flambe, etc., vous avez énormément d'hésitations et vous avez un marché mondial agricole alimentaire très tendu. Très tendu, et je rappelle quand même qu'avant la guerre en Ukraine, intensifiée, puisque je vous rappelle quand même qu'elle a démarré en 2014, en février 2022, l'indice mondial des prix agricoles et alimentaires bat son record historique, qu'on calcule depuis 1990. Donc en fait, la guerre en Ukraine intensifiée depuis un an, c'est Dyson qui souffle sur un incendie violent. Structurellement, on est en manque de surplus. On est ric-rac tous les ans d'un point de vue agricole et alimentaire sur tout ce qui compte. Et donc le ric-rac, ça pose une question de la mobilité. C'est-à-dire que les pays, selon les productions, nous on produit beaucoup de blé, on va faire des produits laitiers, etc. Mais je vous rappelle que le café que vous avez bu, ou le jus d'orange de ce matin, ou le chocolat que vous allez offrir pour la Saint-Valentin la semaine prochaine, ça vient pas d'ici, ni d'Europe. On a besoin de circuits longs. Donc on a beaucoup de circuits courts, ils sont majoritaires, mais on a besoin de circuits longs parce que les consommateurs du monde entier, pour la plupart, pour ceux et celles qui mangent, c'est-à-dire 5 milliards sur les 8, il y en a 3 quand même pour qui le sujet du manque de nourriture est un sujet quotidien. Il ne faut pas le perdre de vue non plus. C'est aussi pour ça que c'est un sujet qui, en fait, est peut-être intéressant en 2022, mais c'est un sujet, en fait, universel et atemporel. Il est là tout le temps, on a tous besoin, mais on a 5 milliards de personnes qui se sont habituées à pouvoir accéder à tout le temps. Et depuis 3 ans, cette planète change. Vous savez qu'il y a à la fois une désoccidentalisation de la marche du monde qui s'intensifie, et vous avez en plus des stop and go incessants d'un point de vue logistique. Et le troisième chiffre que je voulais mentionner, c'est l'importance du maritime. Moi, je travaille beaucoup sur la maritimisation de la sécurité alimentaire mondiale, parce qu'on parle tout le temps d'agriculture, mais on mange aussi des produits de la mer. C'est 20% à peu près quand même des calories aujourd'hui consommées sur la planète, mais on s'intéresse trop peu à la pêche et à l'aquaculture. Il n'y a qu'en Asie qu'on en fait massivement. Pourtant, on est la deuxième puissance maritime mondiale, cherchez l'erreur. 80% du commerce agricole et alimentaire du monde passe par la mer. C'est-à-dire que quand un produit franchit une frontière, en gros, et qui s'internationalise, c'est l'océan qui fait les connexions. Et donc cette guerre en Ukraine, elle nous révèle 3 choses, si on n'était pas forcément familier de ces problématiques. Un, que 2 superpuissances agricoles se livrent un combat. Et tant l'Ukraine que la Russie, depuis 20 ans, ont mis le turbo sur produire plus à domicile et exporter plus dans le monde. Et si on prend les céréales, les seuls pays qui, depuis 20 ans, produisent plus, c'est Ukraine et Russie. Ça veut dire aujourd'hui que sur la planète céréales, en blé, maïs, principalement, si vous n'avez pas l'origine ukrainienne ou l'origine russe, vous avez un gros trou dans la raquette. Il n'y a pas de remplaçant. Vous faites un match de foot, il n'y a personne sur le banc, là, pour le coup. Donc, première chose, reprise de conscience que la mer Noire, grand grenier du monde. Ça existe depuis l'Antiquité. Athènes se fournissait au pont Euxin, qui était la Crimée il y a 2000 ans. L'Ukraine exportait 95% par la mer Noire, tout comme la Russie exporte énormément par la mer Noire. Donc, quand la Russie asphyxie l'économie ukrainienne volontairement par la mer Noire, et je rappelle que le corridor maritime réétabli sous égide onusienne et turque en juillet 2022, c'est à ce stade le seul accord qui lie indirectement les parties ukrainiennes et russes, c'est fort de symbole. Il n'y a eu aucun dialogue et aucune avancée depuis un an sur ce conflit, au contraire, sauf ce point-là. Ce point-là, mi-mars, c'est caduc. Donc ça va à nouveau être très nerveux dans un contexte plus compliqué aujourd'hui qu'il y a un an. Donc moi, je suis plus inquiet pour la sécurité alimentaire mondiale des prochains mois que des 12 derniers mois, quand bien même il a fallu se mobiliser déjà, et heureusement que l'initiative Farm portée par la France et l'Europe ont permis à l'Ukraine de sortir des volumes par la voie terrestre, ce qu'on ne faisait pas parce que l'écartement du rail entre l'Ukraine et l'Europe n'était pas le même, etc. Et puis l'Ukraine sortait par la mer, compétitivité maritime. Ça, c'est très important parce que par rapport à votre question aussi sur les chocs éventuels de demain, d'abord, climat, évidemment, ça change, donc c'est toujours plus compliqué. 2, choc logistique qu'il ne faut pas sous-estimer, et choc dans les passages sensibles. On a un réarmement naval aujourd'hui dans le monde qui souvent correspond à des pays qui font aussi du réarmement agricole. On organise un gros débat au Salon de l'Agriculture sur ce double réarmement. C'est assez troublant de voir que la trentaine de pays qui se réarment d'un point de vue naval, c'est la trentaine de pays qui ont fait du réarmement agricole depuis 20 ans. Donc évidemment, détroit de Malacca, hypersensible. Évidemment, autour de Taïwan, il y a des sujets, et notamment aussi pour aller chercher un peu de poisson illégalement par certains acteurs.
Évidemment, le sujet du continent africain qui, en parallèle, fait débat chez vous aujourd'hui, continent africain qui a besoin, dans ce siècle, de produire beaucoup plus et en même temps de compter sur encore plus de mobilité de la nourriture sur la planète, à la fois pour leurs économies, et j'insiste, quand vous consommez un café ou un chocolat tracé équitable, vous faites vivre des producteurs en Afrique. Donc l'histoire de dire on se coupe des circuits longs et au nom de la déforestation, on coupe les vivres de certains producteurs. Attention. Donc comment résoudre ? C'est ça toute l'équation aujourd'hui, si on la cristallise, c'est qu'en fait on a un Everest énorme devant nous, puisqu'en 2050, on va avoir plein de monde sur la planète. On va monter nombreux sur le toit du monde, démographique, et il va falloir en redescendre, c'est-à-dire garder de l'oxygène. Donc ça veut dire qu'il faut forcément que l'agriculture durable, il faut l'appeler comme ça, il ne faut pas tout le temps rechanger les noms, agroécologie, agriculture régénératrice. En fait, tout le monde parle de la même chose, c'est agriculture durable, qui doit devenir un horizon et pas un oxymore. Mais ça veut dire comment faire beaucoup mieux demain, avec beaucoup moins, et donc comment, et je finirai juste là-dessus, parce qu'en Ukraine, en France, en Europe, partout dans le monde, c'est la même chose. Pas de sécurité alimentaire, pas de sécurité dans votre estomac ou sur un territoire. Pas d'agriculteurs, pas de sécurité alimentaire. Pas de revenus pour les agriculteurs, pas de sécurité alimentaire et pas de développement agricole. Et donc, partout sur la planète, il y a le sujet de regarder l'agriculture comme une solution et non pas comme un secteur du passé. S'il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'agroalimentaire et d'agro-industrie derrière. La plupart des produits qu'on consomme sont transformés, ont besoin de protection sanitaire, ont besoin de chaîne du froid. C'est aussi le grand sujet pour l'Afrique, la chaîne du froid. Mais j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on a quand même, en gros, au tournant de ce millénaire, en Europe et dans les pays confortables sur le plan alimentaire, on a un peu décrété que c'était la fin de l'agriculture. Un pays qui avait trop d'agriculture, c'était un pays qui était sous-développé. Et puis en gros, on a expliqué que l'agriculture, c'était pas un secteur d'avenir. En fait, c'est un secteur extrêmement puissant pour l'avenir parce que c'est sécurité, c'est santé, c'est soutenabilité, c'est plein de solutions d'ailleurs aussi sur les transitions énergétiques et la fertilité des sols, quoi. Évidemment, le groupe Roulier peut témoigner très bien des innovations énormes autour de ces sujets. Mais ça veut dire que demain, dans le monde de demain, en France, et partout dans le monde, il faut faire du réarmement agricole. Et je finis là-dessus, c'est-à-dire que cette agriculture et cette alimentation qui fait la paix, qui fait la stabilité, qui fait les solidarités, évidemment, certains acteurs, parfois mal intentionnés, dans l'histoire très profonde ou encore très récente, ou sans doute celle de demain, peuvent être tentés d'arsenaliser l'agriculture et l'alimentation pour affaiblir, asservir un voisin, un client à l'autre bout du monde, un concurrent. Et donc certains acteurs, évidemment, jouent de cette force terrible qu'a l'alimentation pour éventuellement provoquer du désordre. Et il est vrai que cette guerre en Ukraine a rappelé aussi ce type de comportement. C'est pas nouveau dans l'histoire. Et comme c'est pas nouveau dans l'histoire, le risque, c'est qu'en fait, vous pouvez en parler à peu près tous les ans, ou en tout cas peut-être de plus en plus dans les prochaines années, si on continue à faire monter la température sur le terrain tant géopolitique que climatique, parce que finalement, il y a deux températures qui grimpent, et en fait, il y a deux mondes, il y a un monde qui fait baisser potentiellement les deux températures s'ils changent, c'est le monde agricole. Les agriculteurs méritent le prix Nobel de la paix, à la fois parce qu'ils font votre paix dans l'estomac et sur la planète. Moi, je crois fermement à ça. Ils sont 1,5 milliard quand même. Un jour, on pourrait peut-être les remercier. Mais ils tiennent la viabilité de la planète à moyen terme. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de changement dans le monde agricole, on ne fera pas de développement durable. Il faut être très clair. Ça veut dire que demain, c'est pas moins d'agriculture, c'est pas une agriculture sans ou zéro ceci. C'est grâce à l'agriculture et avec les agricultrices et les agriculteurs dans le monde qu'on va faire plein de solutions pour donner la banane aux jeunes et leur dire que oui, en 2050, le monde sera meilleur qu'aujourd'hui. Parce que ça aussi, ça est un grand sujet dans le monde agricole et agroalimentaire. Il faut attirer des nouvelles générations. Merci. Sébastien, pardon. Jérémy, je me tourne vers vous. Vous qui êtes chez Roulier, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, j'ai envie de dire, de la production d'engrais, production de nutrition animale avec des farines, et également des biens de consommation pour le grand public. Je vais vous laisser vous présenter, bien sûr. Comment vous avez vécu cette année 2022, les chocs, les principaux chocs? On a parlé ce matin avec Jean-Marc Jancovici on mange de l'énergie, on mange des métaux, etc. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, des systèmes
agro-industriel très énergivore, très mécanisé. Comment vous l'avez vécu et comment vous voyez cette année 2023 de basculement? Merci beaucoup Simon. Déjà merci, 100% en phase avec les propos qui ont été tenus. Merci pour l'invitation aussi, ravi d'être là. Même si mon courtier m'a chambré parce que c'est la première fois qu'il me voyait une cravate en 5 ans. Juste en quelques mots, présentation du groupe Rouillé, groupe industriel, familial, indépendant, qui a été fondé en 1959, qui est aujourd'hui un acteur majeur de la nutrition végétale, donc la partie fertilisant notamment, et de la nutrition animale. On s'est également développé sur l'agroalimentaire et notamment la partie biscuiterie, pâtisserie, et on est aussi un groupe diversifié sur d'autres activités comme les énergies renouvelables ou la plasturgie. En quelques chiffres clés pour vous donner un petit peu de contexte, en 2022, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 10 000 collaborateurs, principalement à l'étranger. Donc voilà, en quelques mots, on a cette particularité, comme vous l'avez tous les deux souligné, d'être à la fois présent sur l'amont agricole, avec notre partie nutrition végétale, nutrition animale, très très proche des agriculteurs, qu'on connaît vraiment bien, et aussi présent sur l'aval agroalimentaire, avec notre activité biscuiterie, pâtisserie notamment. Pour répondre à la question spécifique sur les crises successives, clairement ça a créé un climat d'incertitude et de volatilité très très fort. Ça a été un vrai test d'ailleurs pour la résilience de notre business model. De manière très pragmatique, il y a 4 éléments qu'on a mis en évidence pour traverser cette crise. Le premier, c'est la diversification. La diversification dans nos approvisionnements stratégiques. Donc pour donner un petit peu de contexte, pour fabriquer des fertilisants ou des compléments en nutrition animale, on a besoin de 3 éléments essentiels, azote, phosphore, potasse. Si on se positionne d'un point de vue strictement franco-français, ce sont des ressources qui sont importées exclusivement et en grande partie notamment de Russie. Donc du coup, nous on a une stratégie de diversification de nos fournisseurs, c'est ce qui assure notre indépendance. On était d'ailleurs moins exposé à la Russie d'ailleurs que le marché de manière globale, mais cette crise a mis en évidence en tout cas ce besoin pour un acteur comme nous de pouvoir se diversifier encore plus sur la partie fournisseur. Diversification également dans notre business model. On est présent dans plus de 100 pays et on a plusieurs activités. Ça a été aussi un facteur de résilience pour pouvoir traverser les crises assez important. Le deuxième élément, c'est l'aspect innovation. Je pense que j'y reviendrai un peu plus longuement tout à l'heure. Sébastien, tu l'as mentionné aussi, mais c'est vraiment dans le cœur de notre ADN de pouvoir fabriquer des produits à très très forte valeur ajoutée à destination des agriculteurs pour pouvoir améliorer le rendement, pour pouvoir être dans une optique d'agriculture durable. Donc c'est notre credo, c'est notre avantage compétitif depuis le début. Donc on continue également dans cette voie-là. Le troisième élément, ça a été aussi pendant cette crise la poursuite de la conquête de l'international. Groupe Rouillé, c'est un groupe familial avec une vision de très long terme. Donc du coup, malgré cette période d'incertitude, on a pu continuer de dérouler notre feuille de route. Là où d'autres acteurs étaient peut-être un peu plus frileux, où on fait du surplace, on a cette chance, groupe familial, d'avoir pu continuer sur ça. Ça s'est matérialisé sur, par exemple, les 2 dernières années, on a fait autant d'investissements en croissance externe que la décennie précédente, avec une acquisition en nutrition végétale aux États-Unis. On en a finalisé une au Brésil la semaine dernière, au Kenya, des constructions d'usines également, en Turquie, en Roumanie, ou encore l'acquisition d'une usine de gâteaux en Belgique. Donc voilà, on a pu se permettre en tout cas de dérouler sur cette feuille de route de long terme. Et enfin, le quatrième, peut-être dernier point qui nous a permis de traverser cette crise, si je le mentionne en dernier, c'est même pas parce que c'est le moins important, c'est même peut-être le plus important, c'est cette nécessité absolue d'être très agile. D'un point de vue très opérationnel, nous on a un mode de fonctionnement assez décentralisé pour que les prises de décision d'un point de vue matière première, établissement de prix puissent se faire au plus proche des problématiques terrain. On a encore poussé un peu plus cette décentralisation. Il a fallu aussi être agile pour suivre tous les trains de sanctions d'un point de vue compliance. Franchement, l'état psychologique de mon équipe compliance sur les derniers mois était quand même assez... voilà, ça a souligné. Il a fallu aussi être agile sur la partie agroalimentaire pour pouvoir essayer de répercuter les hausses de prix, parce que, comme beaucoup d'acteurs, on a eu une hausse de nos coûts de production. Donc cette agilité est très forte. Et un point aussi spécifique qui est très important pour nous, il a fallu avoir aussi des partenaires très agiles.
Pourquoi ? Je pense notamment aux banques et à l'assurance crédit, et Coface qui nous suit depuis plus de 30 ans. Parce qu'un groupe comme nous, en 2022, on a multiplié par 2 notre BFR, on a nos lignes de crédit qui ont augmenté de 40-50%, et si on veut se développer dans la sécurité, ce qui est notre créneau, il a fallu pouvoir compter sur ces partenaires-là qui sont véritablement essentiels, en tout cas dans notre fonctionnement. Voilà, je pourrais continuer plusieurs minutes, mais en quelques mots et de manière vraiment pragmatique, voilà, modestement et avec beaucoup d'humilité, comment on a essayé de traverser cette crise. Ouais. On va revenir sur l'innovation qui peut permettre en effet à un groupe comme Roulier, un groupe français tourné vers l'international, de se distinguer, d'offrir des prestations premium. Mais d'abord, j'aurais aimé revenir avec vous, Sébastien, sur éventuellement les gagnants ou les perdants de cette année 2022 qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu en 2023, ou est-ce que finalement il n'y a que des perdants ? Non, d'un point de vue, de la guerre en Ukraine, des chocs conjoncturels de l'année écoulée. Alors, je me place avec ma double casquette géopo et agri. Évidemment, on sait que les États-Unis sont gagnants à ce stade de la guerre en Ukraine. J'ai pas besoin de faire la liste. Mais j'aime quand même à souligner que le lien transatlantique est indispensable d'un point de vue militaire, mais que ce lien transatlantique sur le terrain économique et commercial, c'est pas un lien, c'est une compétition. Oui. Alors je pensais plutôt sur l'agroalimentaire, mais sur l'agroalimentaire, néanmoins tout ça a des conséquences parce qu'aujourd'hui il y a une absence de raisonnement stratégique sur ce que l'Europe veut faire avec l'Ukraine en perspective d'adhésion. Très clairement, il n'y a pas de réflexion suffisante sur une Ukraine dans l'Union européenne et le fait qu'on intégrerait une superpuissance agricole. Il va falloir lui proposer d'intégrer un espace qui a l'ambition d'être une grande puissance agricole, ce qui n'est pas trop la musique ambiante au niveau européen, au contraire. Donc il y a peut-être un narratif européen puissance agricole que l'Ukraine est en train de faire bouger. Pendant ce temps-là, on sait qu'il y a une partie de la reconstruction ukrainienne en préparation et le terrain agricole est très très fragilisé. Je sors d'un séminaire Club Déméter ce matin avec nos 80 entreprises et nos ministères associés. L'Ukraine fait une division par 2 de ses récoltes cette année à nouveau. Et vous avez des terres agricoles qui sont certes très bonnes, mais qui sont de plus en plus minées et où il y a des milliers d'obus qui tombent en permanence. C'est-à-dire que ces sols, pour le coup, deviennent très peu favorables à de l'activité agricole. Il y aura des métaux lourds, il y aura des pollutions. Donc il y a un vrai sujet sur qui va s'occuper de l'agriculture ukrainienne demain. Et, sachant qu'il y a encore beaucoup de collusion entre oligarques ukrainiens et russes pour continuer à faire des affaires. Parlons très franchement aussi sur cet aspect-là. Au niveau mondial, je pense que l'année 2022 a bien montré que pour les entreprises de ce secteur, quelles qu'elles soient, il y a un besoin de trouver un juste équilibre entre des logiques de souveraineté, vous évoquiez ça, et des logiques d'interdépendance. C'est-à-dire qu'en fait, la souveraineté, comme vous le savez en géopolitique, c'est pas l'enfermement, c'est connaître ses dépendances et connaître ses indépendances et connaître ses interdépendances. Et c'est la juste combinaison des trois qui fait qu'on a une stratégie souvent de long terme. Ça veut dire quand même que il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire plus ici. Tout comme il y a certains pays dans le monde qui ne vont pas demain pouvoir faire 2 fois plus de volume pour tout un tas de raisons. Et donc, c'est vrai que l'année 2022 teste une chose pour moi qui est importante, qui est vraie sur le terrain diplôme, mais aussi sur le commerce et ce que font les entreprises, c'est comment les acteurs européens, les entreprises européennes, restent fidèles à leurs valeurs. Tout en défendant leurs intérêts. Et ça veut dire comment on reste ouvert dans un monde qui se ferme. C'est pas parce que vous avez des carnivores tyrannosaures d'un point de vue stratégique que vous devez d'un coup devenir hyper agressif. Il faut que l'Europe reste l'Europe. Il faut que les entreprises européennes, je crois, restent attentifs aux besoins de certaines régions du monde et en même temps à l'import comme à l'export. Je crois vraiment à ces interdépendances. Le climat d'ailleurs changeant, pour moi, renforce les interdépendances agricoles et alimentaires du monde. Y compris les interdépendances entre régions françaises. Quand je vois qu'aujourd'hui, toutes les municipalités et régions françaises veulent avoir des plans alimentaires territoriaux pour des autonomies locales, enfin, les micro-souverainetés locales n'ont jamais donné de souveraineté collective et encore moins de sécurité collective. Donc, soyons vigilants à cette hyper-relocalisation de production, parce qu'in fine, c'est la relocalisation des états d'esprit, et on perd de vue un certain nombre de choses. Donc la mondialisation change, il faut la débattre, elle ne doit pas être la seule panacée, mais le tout local, c'est dangereux par ailleurs, et dans ce contexte, je pense que les entreprises
doivent trouver le bon équilibre. Ça a été dit. Et il y a un point, moi, qui m'obsède beaucoup. J'en ai fait ma dernière chronique dans l'Express. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on a des critères d'évaluation des performances des entreprises dont on sait qu'elles ont été élaborées par un certain nombre de cabinets de conseil qui n'étaient pas forcément européens, qui ne s'inscrivent pas forcément dans le narratif européen. Et c'est très bien. C'est très bien, les critères ESG, c'est très bien, il y a plein de bonnes choses. Je trouverais ça intéressant, vu le contexte géopolitique, vu les sujets agricoles, alimentaires, nos spécificités, d'avoir un critère de performance d'européanité des entreprises. C'est-à-dire, bien sûr, il faut être dans le monde, bien sûr, il faut être avec des partenariats lointains, mais il y a aussi aujourd'hui une valeur européenne. C'est l'espace le plus sécurisé du monde. C'est l'espace où il y a de la rassurance pour un certain nombre d'acheteurs sur la planète, d'investissements. Et sur les terrains agricoles et agroalimentaires, on a plein de champions en Europe. On a plein de champions en France, on a plein de champions en Europe. Et ces champions aujourd'hui pourraient, grâce à un critère européen, je crois, davantage monétiser la production Made in Europe. Et cette production Made in Europe, c'est des normes sociales, environnementales, c'est aussi beaucoup de confiance et de sécurité. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, de la confiance et de la sécurité, je crois que ça a une valeur que l'Europe a du mal à monétiser par rapport à d'autres. Et les entreprises européennes s'affichant davantage dans une expression européenne, à l'heure où on parle de souveraineté industrielle, d'autonomie stratégique, de trouver une place juste de l'Europe dans le monde, il n'y a pas beaucoup de secteurs aujourd'hui qui permettent à l'Europe encore d'avoir un rôle à dimension internationale. Et le secteur agricole et alimentaire permet ça, et je crois que ce serait dommage de le perdre de vue comme horizon stratégique. Ça veut dire aussi qu'il va falloir faire le Green Deal et décarboner tout le secteur. J'ai été assez clair sur l'Everest, mais il va falloir donner les moyens aux acteurs, les agriculteurs comme les entreprises, il va falloir donner les moyens d'aller en 2050, avec les bons outils, avec les bonnes politiques publiques. Et encore une fois, avec non pas comme seul horizon, demain il faut faire tout moins et tout local. Le tout local sur les questions agricoles et alimentaires, c'est compliqué. Je rappelle quand même que même dans Astérix, quand le village gaulois se tapait dessus, c'était parce que le poisson n'était pas frais. Donc attention aux dérives très locales. Donc pour garder ce poisson frais, peut-être Jérémy, vous avez des solutions au niveau de l'innovation. Non, on parlait d'innovation, peut-être vous voulez rebondir aussi sur l'aspect réglementaire de ce que vous mettez en place, de l'innovation, de la stratégie de votre groupe pour être à la pointe et fournir des prestations premium. Déjà, je pense que je vais vous demander d'intervenir auprès de mon comité de direction, peut-être dans les semaines qui arrivent, c'était très intéressant. Non, juste sur l'innovation, il y a 2 points essentiels, pareil, sur la manière dont on a vécu ça. Déjà, il y a sur un premier aspect qui était sur l'énergie, notamment. Alors déjà, à l'inverse d'autres acteurs de la fertilisation, nous, on n'utilise pas le gaz comme matière première pour fabriquer nos fertilisants. Donc nous, déjà, l'impact de la crise, il était plus pour faire tourner nos 108 sites de production à travers le monde. Sur la partie énergie, on a vraiment essayé de couvrir, en tout cas on est assez averse au risque, donc on a pris des couvertures dès 2021 sur 100% de 2022, la moitié de 2023, 2024 pour arriver à figer un PRI assez tôt. Il y a eu aussi une accélération assez forte chez nous sur la partie autonomie énergétique de nos sites, avec tout un tas d'initiatives, notamment sur du photovoltaïque, des solutions techniques comme la cogénération, ou encore des chaudières biomasse, par exemple. On a une filiale spécialisée en chaudières biomasse dont les commandes ont explosé. Et aussi, on a formalisé avec nos directions industrielles, véritablement, en tout cas, la formalisation d'une trajectoire de décarbonation assez précise. Voilà. C'est en tout cas les certains enjeux qu'on a eu sur la partie énergie. Et sur la partie innovation, pour répondre vraiment à la partie innovation produit, là, pour le coup, qui est dans notre ADN aussi depuis le début. Alors il y a différentes réalités sur la partie nutrition végétale. Nous, on a un business model d'agriculture de précision où on va voir les agriculteurs. On a plus de 3000 commerciaux qui vont voir chaque jour les agriculteurs pour leur proposer des solutions sur mesure. Donc on développe des produits à très très forte valeur ajoutée. Par exemple, à base d'additifs agronomiques comme des extraits d'algues qui, ajoutés aux formes naturelles, permet d'améliorer la biodisponibilité des nutriments apportés à la plante. Sur la partie nutrition animale,
l'international, on développe des compléments alimentaires qui permettent de réduire la ration, par exemple, de soja pour les élevages ou ce genre de choses. Donc, je ne vais pas élaborer là-dessus, mais on a énormément de produits sur lesquels qu'on commercialise et qui sont à la base justement de l'innovation. Et peut-être aussi sur la partie agroalimentaire, là pour le coup, donc justement l'aval agroalimentaire, où la crise nous a beaucoup poussé à repenser notre business model. Comme beaucoup d'acteurs, on était essentiellement présents en France avec de la GMS française. On a pris quand même conscience, encore plus peut-être avec la crise, de la nécessité de se diversifier, à la fois sur des réseaux pour aller vers plus de restauration hors foyer, ou aussi d'aller se diversifier vers l'international. Et pour ce faire, l'innovation, en fait, elle est complètement essentielle. Donc là aussi, on a accentué un peu nos investissements. J'ai d'ailleurs ramené quelques petites madeleines colibri pour ceux dans la salle. N'hésitez pas à venir me voir. On pourra faire une petite dégustation tout à l'heure. Mais voilà en quelques mots sur la partie innovation. En fait, c'est clé. C'est ce qui fait qu'on survit. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai rappelé en introduction, on est un acteur sur la partie nutrition végétale, on n'est pas intégré en amont de la chaîne de valeur. On n'a pas de matière première. Donc on n'a pas d'avantage compétitif là-dessus. Notre seul avantage compétitif, c'est les hommes et les femmes de l'entreprise qui permettent de faire des produits innovants, et notamment à notre siège social basé à Saint-Malo. Donc voilà en quelques mots. Je vais rebondir sur le maillon agroalimentaire qui débouche finalement sur la grande distribution. Et Maxime, j'aurais aimé que tu reviennes sur cette partie grande distribution qui est en bout de chaîne, donc qui subit par ricochet, si je peux dire, tous les effets en amont de la chaîne, donc hausse des coûts de production, effectivement, etc. Alors, nous, à Coface, on a la chance d'être en contact direct avec nos clients qui interviennent à plusieurs stades de la chaîne de valeur de l'agroalimentaire, on va dire. On a l'amont avec les agriculteurs, les exploitants agricoles. On a également les transformateurs qu'on va appeler des industriels et dont vous faites partie. Et on a également des acteurs de la distribution. Alors, plus communément appelés des acteurs notamment de la GMS avec Carrefour, Auchan, Leclerc, etc. Donc, d'avoir ces contacts directs avec nos clients, ça nous permet d'avoir, on va dire, un prisme et plutôt une vision 360 des problématiques que les entreprises rencontrent. Vous parlez de Colibri qui fabrique des magnifiques madeleines, je peux confirmer. C'est un acteur de la BVP, acteur de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, qui aujourd'hui, quand on échange avec eux, leur première préoccupation, c'est les coûts de matières premières. Pour fabriquer ces madeleines magnifiques, encore une fois, il faut du beurre, il faut de la farine, il faut des œufs. Le beurre a doublé, la farine a doublé, les œufs ont triplé, voire quadruplé. Et d'ailleurs, il faut négocier avec la GMS pour avoir des augmentations de tarifs de 10, 20, voire 30%. Alors quand je dis qu'il faut négocier avec la GMS, il faut négocier avec le consommateur. C'est avec vous et moi qu'il faut renégocier pour avoir un prix du paquet de madeleine qui passe de 3 € à 5 €, mais qui ont des justifications derrière. Et donc ces prix-là, donc tout ça pour dire que la marge brute de l'entreprise est déjà mise sous pression. Enfin, les marges de l'entreprise sont déjà mises sous pression dès la marge brute, avant même d'avoir renégocié des salaires, avant même d'avoir payé des charges d'intérêt qui sont en augmentation. Et tout ça est l'une des principales problématiques que l'on rencontre sur ce secteur-là. Donc, tu parlais de négociation avec les consommateurs. Est-ce qu'on observe des changements d'habitude sur certains segments de l'agroalimentaire ou sur certains produits en particulier ? Oui. Les derniers chiffres de l'inflation qui sont sortis la semaine dernière, donc sur un an glissant à fin janvier 2023, on est sur près de 14% d'inflation. 14%, c'est énorme. C'est plus de 2 fois l'inflation constatée sur 2022 sur l'intégralité de l'inflation des produits, énergie, etc., etc. Donc forcément, quand on a une inflation de 14%, il y a des mouvements qui s'opèrent, il y a des arbitrages qui se font. C'est un mot qui est un peu à la mode aujourd'hui. On parle d'arbitrage, mais c'est réel. Je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est sur les produits frais traditionnels. Les produits frais traditionnels, c'est la marée, c'est la boucherie et c'est les fruits et légumes. Les baisses de volume sont énormes. En marée, on est à moins 10%, en boucherie, on est à moins 8%, dans les fruits et légumes, on est à moins 5%. Alors aujourd'hui, le chiffre d'affaires du rayon frais traditionnel se tient encore, on est à plus de 2%, parce qu'il y a un effet prix qui rattrape l'effet volume, mais il y a un moment où, si les prix vont continuer à augmenter, l'effet volume ne rattraperont plus l'effet prix. Et donc on sera sur une sorte de récession. Le deuxième exemple qui est un peu à la mode aujourd'hui, c'est ce qu'on voit sur le bio. Le bio, pendant des années, on a été sur une croissance de plus de 10% par an sur les 5 dernières années. Aujourd'hui, on n'est pas en croissance, on est à moins 15% pour les spécialistes. Mais c'est énorme, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui ont créé des business plans sur des bases de croissance de 10% par an. Aujourd'hui, on n'est pas à zéro, on est à moins 25% par rapport au business plan. Et donc on voit les consommateurs qui s'orientent vers d'autres produits et qui vont
du coup se réorienter, parce que faut savoir que la différence de prix entre des produits traditionnels et des produits traditionnels, enfin pas traditionnels, des produits bio et conventionnels, le bio est 50% plus cher. Donc aujourd'hui le consommateur qui a son pouvoir d'achat qui est mis sous pression ne s'y retrouve pas, donc il s'oriente vers d'autres produits, et notamment sur des produits de proximité qui peut être maintenant un nouveau relais de croissance. Alors on consomme plus bio, mais par contre on va consommer proximité, et pour eux c'est un moindre mal. Et on lit facilement dans la presse à gauche à droite qu'on pourrait avoir des abus sur certains maillons de la chaîne de valeur, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Maxime? Est-ce qu'il y a vraiment des maillons qui en profitent ou qui jouent sur cette inflation, ou si c'est vraiment une recomposition de certaines marges dans la chaîne de valeur agroalimentaire? Mon avis, je vais peut-être pas le dire. Par contre, il y a Bercy qui s'est posé la question de savoir s'il y avait eu des abus, des gens qui avaient profité pour passer des hausses de prix plus importantes. Donc, il a demandé à une commission de se pencher sur ce sujet-là. Et la réponse est qu'il n'y aurait pas eu d'abus. Par contre, quand on regarde dans ce rapport-là, il y a une partie sur les marges, l'EBE, excédent brut d'exploitation des entreprises, des 3 maillons agriculteurs, transformateurs et distributeurs. Et ce qu'on constate, c'est que l'agriculteur a une hausse de son EBE entre fin 2019 et juin 2022 de plus 12%. Mais ça, c'est bien, hein. Ça veut dire que Egalim marche sur cette partie-là et que l'agriculteur est mieux rémunéré. Donc c'est quelque chose de positif. Le distributeur, lui, sa marge, elle reste étale. Il perd à peu près 1%, sur sa marge de BE. Donc lui, il n'en a pas profité non plus. Et l'industriel, lui, sa marge de BE baisse de 18%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est l'industriel aujourd'hui qui est en train de trinquer de ces hausses d'inflation et qui prend sur ses marges. Et je rejoins du coup ce que Jérémy, tu disais sur l'innovation. Une des façons de sortir de ça, c'est d'innover. Alors il y a plusieurs types d'innovation. On peut changer la recette. Changer la recette, attention, si on utilise des produits qui sont moins de bonne qualité, le Nutri-Score va changer et le consommateur va pas acheter son produit. Par contre, si vous lancez des nouveaux produits et des nouvelles gammes de produits, Madeleine avec des nouveaux goûts ou d'autres produits, des 4 quarts, etc., peut-être que là vous allez chercher d'autres clients qui n'allaient pas forcément acheter vos produits, mais qui vont, vous allez rencontrer le consommateur. Alors il y a une grande rationalisation des coûts qui a été mise en place là depuis longtemps. On voit plan de suppression d'emplois, etc., etc. Et ça c'est quelque chose qui doit être fait pour également maintenir les marges. Et il y a des extrémités qui arrivent, à savoir que quand l'industriel n'arrive pas à rationaliser ses coûts suffisamment, il se met en veille. C'est le cas de Cofigeo, plus connu sous la marque William Saurin, qui a décidé d'arrêter complètement ses activités de production en France et de vivre sur son stock. Jérémy, vous voulez réagir peut-être sur ce côté distributeur, négociation avec les... Non, franchement, je pense que ça a été Merci. dit. Et puis je vais garder la ligne du parti qui dit que personne n'a profité de... Parfait. de trucs. Parfait. La Suisse. Bon, vous l'aurez compris, donc une année 2022 vraiment pivot, une année 2023 charnière, ça fait des beaux éléments à retenir pour briller. Karine, peut-être le mot de la fin sur ce secteur agroalimentaire et l'année 2023 à venir pour Coface. Alors, peut-être pas un mot de la fin. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est comme une filière qui a subi beaucoup de chocs. Je pense qu'on vient largement les évoquer en tout cas. Nous, à Coface, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises à passer à travers ces chocs, à avoir une information la plus fine avec les meilleurs experts dans le monde entier pour aider à naviguer, à éviter de prendre des risques de crédit importants. Également, on a parlé beaucoup de risques de crédit client. Vous savez, c'est ce qu'on fait à Coface. On aide aussi sur la partie fournisseur. La supply chain, on l'a pas évoqué, mais un petit peu, mais ça peut être un vrai sujet. Donc aussi être en capacité d'évaluer dans toute la chaîne de valeur fournisseur, qu'il n'y ait pas une société qui fasse faillite et qui mette en difficulté un approvisionnement. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc quelque chose qu'on développe beaucoup, notamment autour de la data. Donc ravi en tout cas. Donc une filière, j'espère que vous connaissez un peu mieux à l'issue de cette table ronde. J'espère aussi que vous allez continuer à bien nous suivre sur ces sujets-là et on fait des panoramas assez régulièrement. Donc je voulais d'abord rémercier réellement. Merci Sébastien, merci Jérémy pour votre participation et puis merci également à Maxime et à Simon. Et puis à très bientôt, j'espère vite et si vous voulez revoir, nous avons un replay donc qui sera disponible. Et des madeleines. Pour ceux qui sont là. Merci beaucoup. Merci à vous tous.